Merci Dominique. Alors je remercie en effet la Ligue, je remercie Alain Fourquet qui m'a sollicité, et Dominique, je suis très émue, j'ai été leurs internes il y a à peu près 10 ans à l'Institut Curie, et vraiment contente d'être là. Donc l'idée c'était de vous présenter finalement 25 ans de développement d'anticorps monoclonaux dans les tumeurs solides. En 20 minutes, c'est mission impossible. Donc je vais essayer de vous raconter plutôt une histoire. Donc on a quand même déjà beaucoup parlé des anticorps monoclonaux, et finalement vous avez compris qu'ils peuvent reconnaître une cible, ils peuvent reconnaître des cellules via des cibles. Toutes nos cellules sont remplies de récepteurs différents, et puis en s'accrochant aux cellules, ça va induire soit un blocage des récepteurs, et ça on va en parler plus tard, soit ça va permettre à des cellules de venir tuer finalement la cellule tumorale. Et puis, ça peut aussi réveiller le système immunitaire avec les anti-PD1 et PD-L1 dont on a parlé tout à l'heure, qui est maintenant ce qu'on appelle l'immunothérapie des tumeurs solides. Donc, si on regarde les anticorps monoclonaux qui sont développés depuis la fin des années 90, voire le début des années 2000, c'est une liste non exhaustive, mais on voit des récepteurs différents. Donc, on voit des récepteurs comme HER2, on en a parlé tout à l'heure, des récepteurs qui ciblent notamment la formation de vaisseaux comme le VEGF. En effet, une cellule tumorale pour se développer a besoin de capter à elle de l'oxygène, des nutriments, et donc elle doit créer des nouveaux vaisseaux. Et justement, si on bloque la création de ces nouveaux vaisseaux, on va empêcher les cellules de se développer. C'est le mécanisme d'action donc de ces anticorps anti-VEGF. En bleu, je vous ai mis les immunothérapies dont je parlais plus tard. On retrouve des anti-HER2, puis 2 nouvelles cibles. Je vais vous raconter l'histoire des anti-HER2 parce que c'est vraiment très significatif des 25 dernières années. Et puis finalement, ça vous explique tous les progrès qui ont été faits. Alors, on aimerait avoir des récepteurs tels anti-HER2 pour tous les cancers solides, ce qui n'est pas le cas, mais c'est un joli modèle pour vous expliquer comment, en 25 ans, on a développé des thérapies et on améliore le diagnostic de nos patientes et patients. Vous verrez, on n'est pas du tout dans les mêmes taux de réussite que pour les leucémies, les lymphomes. Les tumeurs solides sont beaucoup plus difficiles à combattre, notamment quand elles sont à un stade diffus. Voilà. Donc HER2, c'est très particulier. C'est en fait un récepteur qui sont sur à peu près 15 à 20% des cancers du sein, et ça crée une suractivation de la cellule tumorale. En fait, c'est comme si on avait un court-circuit et la cellule n'est plus capable de s'arrêter, et donc elle va se multiplier au fur et à mesure. Mais il a fallu un certain temps pour identifier ça. Donc on a mis en évidence le gène en 1985. 2 ans plus tard, on s'est rendu compte que les cellules tumorales, enfin les cancers du sein qui avaient beaucoup d'HER2, qu'on appelait surexprimés, donc globalement c'est sur la membrane des cellules, et vous voyez, les cellules qui sont très marron sont des cellules qui expriment beaucoup, qui sont recouvertes en surface de ce HER2. Ces patientes qui sont HER2 dit amplifiées avaient un très mauvais pronostic en 1987, avec un risque de décès précoce, même quand on diagnostiquait tôt le cancer et qu'on faisait de la chimiothérapie. On a pu créer un anticorps monoclonal en 92, qui a été le premier développé pour les cancers solides. Et puis, on a eu des résultats finalement assez tôt. Premier résultat positif en 1998. On a montré que quand on traitait ces cancers du sein qui étaient avancés, métastatiques, avec chimio plus le trastuzumab, donc cet anticorps, on avait un meilleur pronostic des patients, et depuis, c'est resté notre traitement de référence. On a également montré que de traiter des cancers du sein localisés, opérables, avec un traitement à base de trastuzumab et de chimiothérapie, permettait d'éviter des rechutes et améliorer la survie des patientes. Ça, c'est les résultats de 2001. Donc, suite à ça, on les a utilisés. Et puis, en 2013, on s'est dit, on peut bloquer avec un anticorps, le récepteur HER2, mais peut-être que si on bloquait avec 2 anticorps, on serait plus efficace. Et ça, c'est les résultats de l'étude Cléopatra. Donc, c'est une étude assez simple. Au début de la mise en évidence d'un cancer métastatique, donc avec des localisations au-delà du sein, c'est que des patientes avec des cancers du sein HER2 amplifiés. C'est souvent des patientes assez jeunes.
Soit on les traite de façon classique, elles avaient chimio plus un seul anticorps, c'est les courbes bleues, soit on fait chimio plus 2 anticorps HER2, et vous voyez qu'il y a des courbes qui sont meilleures quand on met les 2 anticorps. Et ça, c'est une étude dont la première publication, c'est 2015, et puis on a eu une actualisation 5 ans plus tard, en 2020, et ça a montré que 8 ans plus tard, on a 37% des patientes qui sont encore en vie, et surtout, on a 16% des patientes qui sont sans progression. Ça veut dire qu'on a potentiellement guéri ces patientes. On a tous dans nos consultations des patientes HER2 qui reçoivent ces anticorps depuis 8 ans, 9 ans, 10 ans, et dont la maladie n'a pas bougé, et ces patientes vont extrêmement bien. Les anticorps HER2, comme je dis souvent à mes patientes, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de goût. Globalement, vous n'allez pas perdre vos cheveux, vous allez aller bien, et très peu d'effets secondaires. Il y a un risque cardiaque, mais qui est minime. Donc, en effet, les taux de survie ne sont pas majeurs, mais on a quand même des patientes où on se demande si on n'a pas guéri certains cancers du sein métastatiques. Et puis, dans le développement de ces anticorps anti-HER2, on a fait des anticorps conjugués, on vous en a expliqué. Donc, c'est l'anticorps sur lequel on met un lien biologique et dessus, on va coller une toxine, une chimiothérapie. On appelle ça, nous, plutôt un cheval de Troie, globalement. C'est comment on peut amener la chimiothérapie à l'intérieur des cellules tumorales. Les mécanismes d'action, on en a parlé, donc je ne vais pas revenir. Et puis, donc, on a développé le premier anticorps conjugué pour les tumeurs HER2. Donc, c'est une molécule qui s'appelle le TDM1 ou le Kadcyla. La chimio, c'est l'emtansine. Et ça a montré son efficacité dans les cancers du sein HER2 métastatiques et également après dans les cancers du sein localisés qui avaient été traités mais qui étaient de mauvais pronostics. Et puis, 2022, un super anticorps conjugué de nouveau, le trastuzumab deruxtecan, qui a des résultats extrêmement probants et qu'on propose à tous les patients. On les donnait, ces anticorps, à des patients qui avaient finalement, qui étaient réfractaires à ce premier traitement. Et puis là, on est en train de tester en première ligne, c'est-à-dire en première intention. On n'a pas encore les résultats devraient arriver dans les années à venir. Et ce qui, pour vous montrer, en fait, ces développements d'anticorps depuis les années 2000 ont changé le diagnostic des patientes au cours du temps. Ça, c'est une cohorte française qui s'appelle ESME. On regarde le devenir des patientes selon leur année de diagnostic au stade métastatique, donc de 2008 à 2015, 2017, et puis il y aura un ESME 2 qui sera en cours, mais il faut plus de recul pour avoir les résultats. Et donc, on voit que plus les patientes ont été diagnostiquées tard, plus leur survie, alors vous allez me dire 9 mois c'est pas beaucoup, mais ça montre que dès qu'on a des nouvelles molécules, ça a tout de suite un impact sur la survie des patientes. On peut imaginer que les patientes HER2 amplifiées qui sont diagnostiquées aujourd'hui, en 2023, vont avoir une survie vraiment très longue parce qu'il y a beaucoup de nouveaux traitements. En 2014-2015, on n'avait pas encore les anticorps conjugués, par exemple. Et puis, en 2023, il y a un nouveau concept. HER2, je vous ai expliqué, c'est très exprimé sur 12%, à peu près 15% des cancers du sein, mais on sait que les autres cancers du sein surexpriment HER2 à un faible niveau, ça veut dire que l'interrupteur n'est pas activé, mais on en trouve si on regarde au microscope. Et ça représente à peu près 60% des cancers du sein, donc une grande majorité des cancers du sein. Et on a testé ce super anticorps conjugué. Alors, je n'ai pas de lien d'intérêt, enfin j'ai des liens d'intérêt, mais c'est vraiment une molécule qui marche bien. Donc cet anticorps conjugué, vous voyez le concept, on en a parlé, l'anticorps, dessus on a collé de la chimiothérapie, les petites boules jaunes, et puis vous voyez il y a un ciseau. En fait, il y a deux moyens de faire des anticorps conjugués. Soit vous collez de façon très efficace la chimio à l'anticorps, avec de la superglue globalement, et donc l'anticorps va emmener la chimio dans la cellule tumorale. Et puis, il y a un autre système, c'est d'avoir ce qu'on appelle un lien clivable qui va se désolidariser, et la chimiothérapie va pouvoir se décoller de l'anticorps. Et c'est ce qui est le cas avec le trastuzumab deruxtecan. La chimio est emmenée avec l'anticorps dans la cellule tumorale, mais la chimio va se décoller, si on peut dire, de l'anticorps, et pourra être relarguée par la cellule tumorale, et pourra aller attaquer, finalement, une cellule tumorale qui sera à côté et qui éventuellement n'exprime pas HER2. C'est ce qu'on appelle l'effet bystander. Donc ça a un vrai intérêt, et donc maintenant, on utilise couramment, tous les jours en clinique, cet anticorps pour des tumeurs HER2 très exprimées, chez des HER2 faibles, et ça a des résultats intéressants.
On aura a priori de nouveaux résultats dans un mois à Chicago. Ces anticorps conjugués, ça se développe. Alors, on a eu beaucoup d'anticorps conjugués pour le cancer du sein, on en a parlé, il y a le TDM1, il y a le trastuzumab deruxtecan, mais il y en a d'autres qui sont développés et il y en a d'autres qui ont montré des résultats efficaces, notamment pour les cancers du sein triple négatifs, qui sont des cancers du sein en fait, qui n'ont pas de récepteurs d'intérêt en surface, ils ont des récepteurs mais on n'arrive pas à les cibler. Et donc là, en faisant un anticorps qui cible une protéine qui s'appelle TROP2, on a des résultats prometteur avec une molécule maintenant approuvée qui a doublé la survie des patientes métastatiques. Et puis à venir, d'autres molécules, notamment le datopotamab deruxtecan, qui a également un intérêt dans les cancers triple négatifs, dans les cancers RH+, et dans les cancers du poumon. Et puis il y a un développement accru de ces ADC en oncologie solide. Ça, j'ai retrouvé ces chiffres-là intéressants. C'est le nombre d'anticorps conjugués qui sont testés dans des essais cliniques par année. Ce n'est pas le nombre d'essais, c'est le nombre de molécules testées. Globalement, 2012-2013, une petite dizaine. 2021, on est à 30. 2022, on est à 60. Vous imaginez l'exponentielle qu'on a. Les industries pharmaceutiques, actuellement, sont en train d'essayer de créer des nouvelles anticorps conjugués. On modifie l'anticorps, on modifie la chimio, on modifie le lien qui colle la chimio à l'anticorps. Et puis quand on regarde dans tous ces essais cliniques, les principales cibles pour le moment maintenant, c'est HER2, TROP2, j'en ai parlé, mais il y a plein d'autres récepteurs qu'on peut cibler. Donc ça, c'est l'avenir de ces anticorps conjugués. Après, deuxième partie, d'autres immunothérapies avec des anticorps monoclonaux, c'est des anticorps qui ciblent les points de contrôle du système immunitaire. Nathalie Chaput vous en a parlé. Les lymphocytes, globalement, il faut les éteindre et les activer en continu dans notre corps, parce que si les lymphocytes étaient toujours activés, on serait en inflammation permanente et on n'irait pas bien. Donc, globalement, il faut que le lymphocyte qui reconnaisse une cellule malade, une fois qu'elle a fait son boulot, elle s'éteigne. Et donc, on a des points de contrôle qui sont soit des freins de l'activation du lymphocyte, qu'on retrouve ici, avec notamment des molécules comme OX40, CD137, et puis d'autres qui sont des récepteurs immunitaires qui endorment le lymphocyte. En anglais, on appelle des resting lymphocytes, c'est les lymphocytes qui font la sieste. Le CTLA4, le PDL1, et les premiers anticorps qui ont eu leurs autorisations d'utilisation dans le mélanome, c'est les anti-CTLA4. J'en parlerai pas aujourd'hui parce que c'était les premiers, mais globalement assez toxiques, avec notamment des toxicités digestives qui étaient importantes. Et puis la famille des anti-PD1, PDL1 dont on a parlé, je vais vous raconter un peu leur histoire. Donc tout ça, ces anticorps, ces checkpoints immunologiques, ces points de contrôle du système immunitaire ont été mis en avant avec le prix Nobel de 2018 avec un Japonais et un Américain, et en connaissant ces points de contrôle du système immunitaire, on a pu jouer avec des anticorps monoclonaux pour essayer de réveiller les lymphocytes qui dorment et qui pourront être capables de tuer les cellules du cancer. Donc ça, c'est une petite animation que j'avais faite il y a quelques années. Donc globalement, pour qu'un lymphocyte s'active, il faut qu'il reconnaisse un petit bout de cancer qui lui est présenté par une cellule qu'on appelle une cellule dendritique, qui a des dendrites, des grands bras. Et puis quand le lymphocyte est activé, il va aller migrer dans l'organe où il y a la tumeur. Donc ça lui demande quand même un effort, il doit voyager dans l'organisme. Le lymphocyte va reconnaître ce petit bout de tumeur présenté par la cellule tumorale et va le tuer. Ça, c'est dans le meilleur des cas, et on imagine que des cellules prétumorales sont éliminées au cours du temps de façon assez régulière, de façon normale. Par contre, les cellules tumorales sont capables d'avoir un moyen pour inactiver les lymphocytes en les endormant, notamment en exprimant une protéine qui s'appelle PDL1, et l'interaction PDL1-PD1 va endormir le lymphocyte. Et là, la tumeur va pouvoir croître. Les anticorps qu'on va utiliser vont empêcher cette reconnaissance des deux récepteurs. Moi, je parle de chewing-gum dans la cellule, donc globalement, ça va coincer le truc. Et donc, les lymphocytes vont se désactiver et la tumeur, elle va pouvoir faire sa vie. Et faire sa vie, c'est se multiplier et d'atteindre d'autres organes. Les premiers résultats de ces anticorps, là j'ai pris l'exemple du nivolumab, mais on a à peu près les mêmes avec le pembrolizumab, c'était un anti-PD1. Juste pour vous montrer, premier essai, ça a été publié en 2014, on a pris des patients qui avaient été en échec de tout traitement, cancer du poumon métastatique, cancer du rein métastatique, mélanome.
C'était des patients pour lesquels il n'y avait plus de solution thérapeutique. Et chaque ligne est un patient et c'est représenté par sa charge tumorale. Le point 0, c'est au début de l'injection, et ça, c'est au fur et à mesure du temps. Et vous voyez qu'il y a des patients qui ont des très bonnes réponses. Et ce qui est très étonnant, c'est des réponses très longues. Pour être très honnête, les médecins qui ont fait ces premiers essais ne s'attendaient pas à des résultats d'une aussi grande ampleur, avec notamment des très longues réponses. Et ce que je ne vous raconte pas là, c'est que certains patients ont eu des effets secondaires, on a dû arrêter le traitement, ils ont continué de répondre, comme si le système immunitaire s'était réveillé et marchait tout seul. Puis après, on a testé ces molécules, alors il y en avait une autre avant, c'était la 4, les anti-PD1, dans le mélanome, qui sont des tumeurs, on le savait déjà depuis longtemps, qui sont sensibles aux immunothérapies. Et là, c'était une comparaison juste pour vous montrer l'ampleur. La dapagliflozin, c'est une chimiothérapie classique. On a comparé au nivolumab, et ça, c'est le pourcentage de patients survivants. Et vous voyez à quel point c'est efficace par rapport à une chimiothérapie. Là, c'est la comparaison de plusieurs chimiothérapies, mais on avait les résultats à peu près similaires. Et ça, c'est des résultats qui ont été présentés par le professeur Robert à l'IGR. Puis après, on a développé ces anticorps, notamment pour les cancers bronchopulmonaires, soit tout seul, ça marche, mais il faut que les cellules tumorales expriment beaucoup de PD-L1. Et puis on s'est posé la question en se disant, peut-être que si on fait pembrolizumab, donc anti-PD1 plus de la chimio, est-ce que ça va marcher mieux que la chimio seule? Donc les cancers bronchopulmonaires métastatiques sont de très mauvais pronostics. Et donc quand on a la chimio seule, vous voyez le nombre de patients qui va, hélas, décéder de son cancer. Ceux qui ont reçu chimio plus pembrolizumab ont une bien meilleure réponse, et on sait qu'il y a des patients qui vont répondre très longtemps, notamment quand on va arrêter la chimiothérapie, qu'on va laisser uniquement l'immunothérapie d'entretien. D'autres situations, est-ce que ces anticorps anti-PD1, PD-L1 peuvent prévenir d'une rechute? Alors ça, c'est une situation un peu particulière, c'est des cancers du poumon qui sont localisés, mais qu'on ne peut pas opérer, parce qu'ils sont trop proches de vaisseaux, par exemple, et donc ils reçoivent de la chimiothérapie plus de la radiothérapie. Et le protocole classique, c'est qu'une fois qu'on a fait radiothérapie et plusieurs cycles de chimiothérapie, on attend et on voit ce qui se passe, on n'a pas d'autre solution, et hélas, beaucoup de patients rechutaient. Dans cet essai, ils ont reçu un anti-PD-L1 après la radiothérapie, et vous voyez que beaucoup moins de patients rechutent. Donc tous ces exemples que je vous ai montrés, il y en a énormément dans les cancers ORL, dans les cancers du rein, dans les cancers du sein. Maintenant, on utilise tous les jours ces traitements. Donc globalement, les indications sont en augmentation. Je pense qu'on a à peu près 5-6 indications par an. Différents types de cancers, cancer du poumon, le mélanome, le rein, l'ORL, le sein triple négatif, l'endomètre. On les utilise au stade métastatique, on les utilise au stade localisé, et également on peut les utiliser en prévention de la récidive. Donc on a plein de situations possibles. On peut les utiliser en monothérapie, en association avec d'autres traitements, de la chimiothérapie, de la thérapie ciblée, voire d'autres immunothérapies. Et juste pour vous montrer l'impact pour nos patients de ces traitements, ça c'est les chiffres de 2021. 62 000 patients avaient été traités en France par une immunothérapie spécifique pour des tumeurs solides, et ça représentait plus de 21% par rapport à l'année d'avant. Donc ça, pareil, le nombre de patients qui en bénéficient augmente. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Oui. En fait, je vous ai expliqué, on réveille les lymphocytes, mais ce n'est pas spécifique du lymphocyte qui reconnaît la tumeur. On peut éventuellement réveiller des lymphocytes qui reconnaissent un organe sain, et donc on crée de l'auto-immunité. De façon très fréquente, ça va être la thyroïde, ça va être la peau, le tube digestif, mais hélas, on peut avoir des toxicités qui sont très rares, hein, c'est moins d'1% des patients traités, mais de tous les organes. Donc c'est finalement juste une surveillance accrue qu'on doit avoir. Et puis là, c'était pour vous montrer l'essor des essais cliniques avec ces molécules anti-PD1, PD-L1. Vous voyez qu'en 2017, il y avait répertorié dans le monde à peu près 900 patients avec les associations immuno plus quelque chose, c'était plus 124 choses. Et en 2020, on est 3 ans plus tard, c'est 340% d'essais en plus et on augmente les cibles. Après, les cibles, on n'a pas d'autres cibles associées qui se multiplient. Donc on va avoir probablement de nouveaux traitements dans les années à venir. Les CAR T-cells, on vous l'a largement expliqué comment ça fonctionne et comment c'est produit, je ne reviendrai pas. Les CAR T-cells dans les cancers solides, peut-être décevant, peut-être qu'on n'a pas encore toutes les armes en main.
Il y a des essais cliniques qui ciblent différentes cibles. On retrouve HER2, on retrouve EGFR, et il y a des essais cliniques en cours. C'est probablement plus compliqué que pour les leucémies aiguës, pour les lymphomes, parce que les cancers solides, comme on le dit, ils sont solides, c'est des boules, et c'est souvent des tumeurs pour lesquelles on a du mal à rentrer dedans. Même les lymphocytes rentrent difficilement, donc c'est compliqué d'accès. Il va falloir peut-être associer avec des traitements qui vont aider l'accès aux CAR-T-cells aux tumeurs. Également, il y a un problème d'hétérogénéité. Le cancer, c'est un sac de billes, mais les billes qui représentent les cellules n'ont pas toutes la même couleur. Chaque cellule est un peu différente que sa voisine, et globalement, peut-être que le CAR-T-cell qui reconnaît qu'un seul récepteur ne fonctionnera pas. Donc il y a beaucoup de développement à venir, mais probablement on y arrivera également pour les tumeurs solides. Je crois que c'est tout. Voilà.